Ah ouais, non, 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 pas ce soir, non, c'est bon. Eh, j'en ai vu 25 aujourd'hui, j'ai la flemme, hein, c'est... Tu fais quoi, là? Bah, à ton avis. Ah non, non, c'est bon, j'ai trop la flemme, attends, c'est bon, je peux faire demain, j'ai le temps demain. Non, t'as raison, je vais le faire maintenant, ouais. C'est parti pour la vidéo sur les EPI. Aujourd'hui, on attaque le sujet des EPI, les équipements de protection individuels. Pour faire simple, protéger la tête, les yeux, la peau, les oreilles, l'audition, etc. C'est une sensibilisation importante pour les jeunes tireurs ou ceux qui découvrent, mais les anciens pourraient aussi en tirer quelques leçons. Vous n'êtes pas sans savoir que ce panneau existe. Il est obligatoire à l'affichage dans les structures de stands FF Tir et vous le trouverez absolument partout. Dans ce panneau destiné à l'usage des stands de tir FF Tir, on remarque un encadré à droite sur ce qu'ils appellent les dispositions complémentaires de sécurité et de protection. On aurait simplement pu indiquer la notion de protection, car la sécurité ici vient un peu interférer avec les vidéos précédentes, qui regroupent les notions fondamentales de sécurité. Là, c'est pareil. Là, il s'agit plutôt de protection liée à la pratique normale des disciplines de tir. On y voit la mention de protection auditive avec bouchon d'oreille ou casque. Il reste vague. Il rend obligatoire le port de protection oculaire dans le tir aux armes anciennes, aux armes réglementaires, sur silhouette métallique, et le tir sportif de vitesse. J'aurais plutôt envie de dire sur absolument toutes les disciplines de tir. Et ces protections restent seulement recommandées dans les autres pratiques. Interdiction de fumer, on va rester sur les EPI. Le dernier point, on va même pas l'aborder, ça fait l'objet d'un tout autre aspect. J'aime bien les sponsors pas du tout orientés par rapport au tir. Ouais. On va commencer par la plus évidente, la protection acoustique. Alors pourquoi une protection acoustique? Le traumatisme sonore, ou TSA, est une infection aiguë de l'oreille interne. Le critère diagnostique le plus pertinent est la présence d'acouphènes plus de 30 minutes après la fin de l'exposition. Cela nécessite une consultation en urgence pour une corticothérapie par voie intraveineuse, suivie d'un relais Péros de 3 jours. C'est une infection classée dans les urgences. Cela touche particulièrement les fréquences aiguës situées entre 1000 et 8000 Hz. Le traitement par corticoïdes permet d'éviter que les cellules ciliées détruites viennent, par leur nécrose, en détruire d'autres par écoulement de produits inflammatoires et aggraver la profondeur de l'hypoacousie. Ouais, c'est pas faux. Non mais ok, c'est bien, ferme ta gueule. Bon, pour éviter les discours soporifiques, on a à notre disposition les bouchons d'oreille. On en trouve de différents types, en différents matériaux. Plastique, silicone, cire, mousse. Le choix est large, et de toutes les couleurs. Et ça, on s'en branle, ouais. Alors par contre, sur ce genre de saloperie, je vous recommande très vivement de virer cette ficelle à la con qui n'a que pour principal objectif vous faire chier, se retirer pendant les tirs et provoquer des traumatismes sonores aigus, vus de nombreuses fois pendant les consultations. Les avantages, un coup faible, c'est fiable, ça tombe pas en panne. Les inconvénients, c'est pas forcément très agréable, ça peut tomber, glisser, et on est en isolement sonore par rapport à l'environnement, que ce soit d'un point de vue tactique pour les militaires ou d'un point de vue sécurité pour les tireurs sportifs. En effet, le signal de fin des tirs ou les consignes peuvent être plus difficiles à entendre. Ensuite viennent les bouchons à atténuation non linéaire. Linéaire, c'est ça, donc une atténuation linéaire, ça fait baisser de ça, et une transmission non linéaire, c'est quand le signal augmente, l'atténuation est encore plus forte. Ces protections sont parfaitement adaptées au monde militaire avec des bruits impulsionnels. Rangés. Ces filtres non linéaires sont destinés à des pressions acoustiques élevées, c'est-à-dire que plus la pression acoustique sera importante, plus l'atténuation sera importante. A contrario, si la puissance acoustique est faible, la transmission sera supérieure, ce qui permet de limiter l'isolement de l'environnement sonore, tout en garantissant une sécurité sur les bruits impulsionnels puissants, type arme à feu. Ils sont conçus avec de petites ailettes. Et même si la caméra est complètement pourrie, il y a un orifice qui permet de transmettre un minimum de son jusqu'en dans l'oreille, permettant de ne pas isoler complètement le tireur de l'environnement. Toujours dans les protections passives, on va avoir simplement le casque anti-bruit. Toujours pratique d'avoir ça dans ses affaires pour le prêter à un copain qui vient découvrir le tir. Donc mêmes avantages que les bouchons anti-bruit, c'est fiable, c'est pas cher, bien qu'un peu plus onéreux que des bouchons anti-bruit évidemment. Mais là aussi, pas de panne. L'inconvénient, c'est que ça tient chaud et c'est encombrant. Donc lors de tir avec la manipulation d'une arme d'épaule, ça peut s'enlever du côté de l'oreille ou en épaule, et est très désagréable par temps chaud, surtout à Mailly quand il fait 40 degrés à la non-ombre. Et évidemment le même isolement que les bouchons anti-bruit. Alors c'est efficace sous réserve que le casque soit bien réglé et que les coussinets soient en bon état. On a fait le tour des protections dites passives, donc là vous voyez un petit schéma qui résume un petit peu le niveau de protection des EPI passifs, donc ils ne se valent évidemment pas tous, mais les chefs de file restent les bouchons anti-bruit et les casques anti-bruit. Viennent enfin les protections électroniques. On commence par les casques électroniques,
avec deux types de casques. Le casque de protection active et le casque d'écrêtage. Donc là par contre, niveau gamme de prix, on a de tout. On peut commencer à 50 € et on peut aller jusqu'à 600 ou 700 €. Ça va dépendre de vos moyens, ça va dépendre de vos usages. Mais vous pouvez trouver largement quelque chose de convenable à 130 €. Mais ne soyez pas radin sur la protection auditive, surtout si vous tirez du gros calibre ou que votre voisin tire du gros calibre. Ah putain. Oh. Ah ouais. Ouais. Putain, ouais. Attends. Oh la vache. Oui, car c'est plutôt les tirs du voisin qui provoquent les traumatismes sonores aigus en général. Gros avantage, le confort auditif. Ça revient à regarder une vidéo YouTube de tir sur un téléphone avec un casque Bluetooth. C'est-à-dire qu'il prend les sons extérieurs, les retranscrit au niveau du casque, pendant que la partie physique du casque vient stopper les sons puissants. Donc vous avez un peu d'électronique avec un micro qui va retranscrire le son au niveau de l'intérieur du casque, pendant que le coussinet et le reste du casque bloquent l'ensemble des sons. En plus, sur mon casque par exemple, il y a une prise J22 qui permet de brancher une radio PMR 446. C'est super pratique pour se faire insulter par ses potes quand t'es en train d'essayer de viser. Il existe deux types de protection électronique, la protection dite active et la protection dite d'écrêtage. La première revient en fait à envoyer un son équivalent en inversion de phase qui va annuler certains sons puissants. La protection d'écrêtage, c'est un petit peu quand on fait un montage vidéo et qu'on va normaliser en fait l'écrête maximale du niveau sonore. Donc si vous voulez des détails, démerdez-vous un peu. Hein. Bah, je vais être sympa, je vais vous mettre un lien en description. Il n'y a aucune chance à ce que quelqu'un aille voir ce lien. Et enfin, la Rolls des protections électroniques, le bouchon électronique. On va aborder directement les inconvénients. Là, c'est pas aussi simple que de changer des piles sur un casque électronique. Ça peut nécessiter de le recharger, donc quand c'est à plat, ça fonctionne plus. Ça fait toujours bouchon anti-bruit, mais l'isolement sonore, du coup, revient. Alors que sur le casque électronique, changer les piles est un jeu d'enfant. Alors, les protections oculaires. Alors là, j'ai envie de dire port permanent. La loi de Murphy, si quelque chose peut arriver, alors ça va arriver. Pour qui parle de protection balistique, il y a quelques normes qui vont intervenir. Le N166 avec ses différents niveaux, le N170, le Stanac 2920, le Stanac 4287, l'ANSI Z8719, le 1000 PRF 31013, le 1000 DTL 43500. Bon, on se calme, on revient à le N166, ça sera bien assez. Donc le N166 est une norme européenne. Ah. Le test vise à vérifier que la partie oculaire puisse résister à une bille de 22 mm de 43 grammes, propulsée à 5,1 mètres par seconde. Donc c'est ce qui va donner la norme EN166S pour renforcer. Ce genre de test équivaut à une énergie de 0,56 joules. Ensuite vous allez avoir le N166F. Là le test se fait avec une bille de 0,86 grammes propulsée à 45 mètres par seconde, ce qui fait une énergie de 0,86 joules. Donc même pas adapté à l'airsoft. Le N166B, le même test, la même bille, mais propulsée à 120 mètres par seconde. Là, l'énergie atteint plutôt aux alentours de 6 joules. Et enfin, le N166A, toujours le même test avec la même bille, mais propulsée à 190 mètres par seconde. Là, ça fait un peu plus de 15 joules, ça commence à causer. En fonction du type de norme, ça peut pas être adapté à n'importe quel type de protection oculaire. Voici un petit tableau qui résume quelle protection oculaire peut aller sur quel type de protection. Quoi, c'était trop court? Vous avez qu'à faire un arrêt sur image, j'ai pas le temps. La nouvelle arrêt sur image, la façon de lire les lunettes. Vous pouvez y trouver d'autres types d'informations, notamment quel est le type d'emploi de ces lunettes-là. Quoi, moi je fais le montage, vous faites les arrêts sur image, ça va aller quand même. Après, si c'est pas intéressant, ça permet d'avancer. Au niveau des gants, dans le tir, notamment en extérieur, vous allez rencontrer pas mal de tireurs avec des gants type tactique. J'en ai également, mais c'est plutôt pour usage professionnel. C'est clairement pas ce que je préfère pour faire du tir, la dextérité est largement freinée. Et le rôle de ce type de gants, c'est vraiment de lutter contre le froid, mais également les agressions physiques, le terrain rocailleux, le terrain agressif. Donc très adapté à une situation plus opérationnelle, donc pour les forces. Et un militaire qui va vouloir porter ça pendant sa garde aura bien fait de plutôt s'entraîner avec ces gants-là, effectivement, mais pour la pratique du tir sportif, c'est clairement pas un avantage. Là, vous allez pouvoir trouver des gants beaucoup plus fins, mais qui vont tenir chaud aux mains, sachant que l'idéal, ça va être la mitaine, qui gardera les extrémités des doigts. Bon, c'est peut-être pas aussi bien adapté à ceux qui souffrent de syndrome de Raynaud. Le critère diagnostic le plus pertinent est la présence. Non, toi, ta gueule, on s'en branle. Concernant les vêtements, alors de préférence, des manches longues qui recouvrent un maximum de peau, car les étuis brûlants peuvent se coller au niveau de la peau. Et ayez une petite attention particulière au niveau du col, car ces saloperies d'étuis sont un petit peu comme des snipers qui, à l'instar du soleil en plein hiver qui arrive à passer entre deux putains de pare-soleil, traversent 150 millions de putains de kilomètres pour te faire un headshot. Et vous avez pas idée comme ils sont fourbes. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi ces deux débiles tirent avec une casquette dans un stand fermé et couvert? Parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul.
Croyez-moi, j'ai déjà rencontré cette situation 3 ou 4 fois sur les stands de tir, et ces petits nuisibles chauds comme les enfers peuvent se loger là. Là! Ça brûle! C'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Croyez-moi ou pas. C'est pour ça que j'ai tendance à recommander de pratiquer le tir avec une casquette en toutes circonstances. Ça protège aussi bien du chaud, du froid, que du vent, que de la neige, de la pluie et toutes sortes d'agressions extérieures. Alors si jamais ce genre de surprise vous arrive, il y a quelques bons réflexes à avoir sur une douleur subite, piqûre d'insectes, étui au niveau des lunettes. Éventuellement, entraînez-vous à déposer votre arme en urgence, à vérifier que vous avez la place pour le faire, ou à pointer votre arme en direction non dangereuse. Ça peut servir à tout le monde. L'étui dans le dos, c'est encore plus fréquent. Enfin, le tour de cou, le chèche, très pratique pour se protéger des étuis, ou tout simplement du froid quand on s'approche du zéro absolu à Maïlcan. Et toujours dans les protections, vous pouvez rajouter des protections au niveau de l'épaule pour limiter les blessures dues au recul de certains fusils un peu péchus. Autre aspect, la partie plus chimique. Après le tir, on se lave les mains. On évite de fumer, de consommer quoi que ce soit, de porter ses doigts à la bouche, un petit peu comme avec le Covid, quand on est sur le pas de tir. Pourquoi ? Les résidus de plomb. Sur une pièce mal ventilée par exemple, ou pour ceux qui feraient fondre du plomb, à minima un masque FFP3 qui va arrêter les particules. P pour particules, P3 son niveau de protection. Et encore, c'est même pas forcément suffisant, car le plomb entre en fusion à 327 degrés et à ébullition à 1740, on peut très bien voir de la vaporisation à partir de 500 degrés. Donc là on parle de vapeur, pas de particules. Les masques filtrants à particules n'arrêtent pas les vapeurs. Là c'est plutôt le rôle des masques A2, B2, P3. C'est le standard qui est porté par les masques militaires. Et petit aparté, vous croyez pas protégé parce que votre plombémie est bonne, parce qu'en fait le plomb se fixe aux os, et quand on vieillit on perd de la minéralisation osseuse, et le plomb est de nouveau relargué dans le sang. Faut y penser, l'âge de la retraite recule. Voilà, c'était chiant mais indispensable. Comme toujours pour faire fructifier la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, mettez un commentaire, mettez un petit pouce. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces pour lutter contre tous ces petits désagréments liés à la pratique du tir. Dites également en commentaire qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme accident ou anecdote au niveau de la pratique du tir. Il faut qu'un maximum de gens puissent voir qu'est-ce qui peut arriver comme accident pour finir par y croire. Certains se croient indestructibles et pourtant c'est pas le cas, alors protégez-vous. On commence par la plus évidente, la protection. Ta mère. Ça tenait jusque là, putain. Pourquoi ça tient plus? Comment perdre du temps? Donc ces filtres non linéaires sont... Ces filtres non linéaires... Putain, faut... Putain, c'est où? Plein de cul. Bon bah j'espère que cette fois c'est bon.